Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, voici le sommaire. Travaux préliminaires d'urgence sur le tronçon Sandaré-Caille, long de 138 km. C'est un prélude aux travaux de réhabilitation qui seront lancés officiellement la semaine prochaine. Le but, soulager la souffrance des usagers de ce axe stratégique du pays. Awama Kamara et Aruna Diarra nous feront le point dans cette édition. Grand reportage de la rédaction, il est consacré au fast-food de la capitale malienne. On en dénombre à ce jour plus de 5000. Remplissent-ils les conditions d'installation et d'hygiène? Les fast-foods sont-ils installés de façon anarchique à Bamako? Mohamed Kayentaou est allé à la rencontre des acteurs du domaine pour en savoir davantage. À suivre le tour d'horizon de l'actualité internationale avec notamment les Béninois qui sont aux urnes depuis ce matin pour des élections législatives. Et puis au Sénégal, 38 personnes ont été tuées et 87 blessées lors de la collision entre deux bus ce dimanche. Les sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Consulaire du Conseil national des transporteurs routiers CMTR, Youssouf Traoré, président du CMTR. C'est ainsi que nous avons procédé tout au long de notre mandature à parfaire le fonctionnement de notre établissement professionnel, la mise à jour et l'approbation de l'index d'évaluation périodique des tarifs de transport routier suite aux récentes augmentations du prix à la pompe des produits pétroliers, le fonctionnement de nos organes à travers la tenue régulière des sessions annuelles de l'Assemblée consulaire et des réunions mensuelles des bureaux nationaux, ainsi que les bureaux des délégations régionales. L'acquisition sur fonds propres d'un siège national. La tenue de cette assemblée, qui est la dernière session de la mandature 2018-2023, offre ainsi l'occasion au gouvernement de saluer le rôle joué par les transporteurs routiers face aux multiples sanctions que le Mali a connues, tout en les appelant à un sens de responsabilité. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Vous avez contribué à préserver l'honneur et la dignité de notre pays pendant les dures épreuves de l'année 2022. J'ai saisi l'opportunité pour signaler la réactivation imminente du Conseil national des transports publics CENTRAP. Dorénavant, la fixation des tarifs de transport s'effectuera dans ce cadre de concertation qui est à même de recueillir l'assentiment des parties prenantes en tant qu'il assure la participation de tous les acteurs du transport routier au processus de prise de décision. Prennent part à cette 15e assemblée consulaire les délégués venus de toutes les régions du Mali. Une rencontre qui servira de cadre au CMTR de mieux réorienter ses actions dans la dernière année de la mandature. Grand reportage de ce journal. Les fast-food à Bamako en compte plus de 5000 selon un gérant de restaurant. Ce mode de restauration rapide est de nos jours convoité par les citoyens grâce à ses services rapides, au coût moins élevé de ses mets ou encore à l'accès facile du local. Mais question, ces fast-food remplissent-ils les conditions d'installation et d'hygiène? Ne sont-ils pas installés de façon anarchique dans la capitale malienne? Élément de réponse avec Mohamed Kayentaou. Fast-food ou encore restauration rapide en français désigne un mode de restauration dont le but est de faire gagner du temps aux clients en lui permettant de consommer rapidement les plats commandés ou de les emporter. Cela à un prix généralement moindre que dans les restaurants ordinaires. Ce type de restaurant est de plus en plus convoité par les Maliens, surtout à Bamako, où on compte plus de 5000 fast-foods. Et ces fast-foods créent des emplois car la plupart appartiennent à des jeunes. Zoumana Koulibaly, promoteur de Egodo et Resto au quartier du Fleuve. Moi, j'ai travaillé dans le restaurant pendant presque 6 ans maintenant. Un peu plus loin, toujours au quartier du Fleuve, se situe une multitude de fast-foods gérés par des jeunes diplômés, tous maliens. Ahmed Semega, gérant de Hot & Colds. Pendant la semaine, il y a 30-20 personnes par jour. Les week-ends, on peut aller jusqu'à 60-70 personnes par jour. Il y a quelques difficultés. On a des impôts à payer chaque année. Franchement, nous, on n'a pas eu de difficulté à nous installer ici. Ouais. Mohamed Cham est restaurateur. Le Malien aime toujours l'innovation. Ce que la clientèle veut surtout, c'est le goût. Sekou Semega, client. J'ai acheté un cocktail de jus naturel, bissap, gingembre, 500 francs CFA.
Vu que je travaille dans l'ACI, j'ai l'habitude de fréquenter les fast-foods. Dans ces fast-foods, les mets proposés sont le plus souvent des hamburgers, des sandwichs, des frites, des brochettes et des boissons. Daouda Koulibaly, propriétaire du restaurant La Paix. Je gère ces fast-foods il y a 8 ans. Actuellement, nous avons des difficultés d'approvisionnement en condiments qui sont devenus chers. À part ça, je ne rencontre aucun souci avec la mairie et les impôts. J'emploie 8 agents. Abdul Aïdara, client. C'est rapide et bien fait, il respecte le rendez-vous. Tous les événements que j'organise à mon niveau, c'est après de lui que je viens faire mes commandes. Et puis c'est plus économique, la population aussi en profite. Vous voyez les écoliers là. Si les autres gérants de fast-food rencontrés n'émettent pas de plaintes contre les mairies et impôts, c'est tout autre pour le gérant du restaurant Awadjalo de Amdalaï, Aboukar Koulibaly. On a un peu de problème avec la mairie. Ici, on paye 90 000 francs par mois. Il y a à peu près 5 employés. Amadoun Traoré, 3e adjoint au maire de la commune 4. S'il est convoqué, peut-être c'est pour d'autres fins. Peut-être ce n'est pas lié au non-paiement des taxes. Par rapport au fast-food, aux petits restaurants, souvent c'est sur demande même des riverains, souvent je dis bien, surtout aux alentours des écoles. On a un service de recouvrement. Tous ceux qui sont installés payent leurs taxes. Maintenant, à défaut de ce paiement, on est tenu de fermer leur entreprise. Contrairement aux restaurants traditionnels, les fast-foods sont généralement installés aux abords des grandes rues ou artères beaucoup plus fréquentées par les citoyens. Et la plupart de leurs responsables soutiennent être en règle et détenir des autorisations d'installation. Que dit la loi quant aux quiproquos qui peuvent en découdre? Moussa Drissa Guindo, magistrat. Ça rentre dans le cadre de l'alimentation. Avec le problème d'emploi, il y a beaucoup de jeunes qui vont dans des pratiques comme ça, créer leur entreprise et s'installer sur les voies publiques. Or, les voies publiques, c'est l'apanage de tout le monde. Et quand vous vous occupez, il faut avoir le droit. Et ce droit, les quartiers sont mesurés par des mairies et des communes. Ils passent là-bas, c'est là qu'on leur donne des certificats d'installation provisoire, mais en négociation avec des voisins. Or, la loi dit chaque concession, après 1 mètre, vous rentrez dans le domaine public. Et c'est dans ce domaine public-là qu'ils s'installent. Et ça obstrue un peu la circulation. Et la réalité aussi, c'est sur le plan alimentation, c'est une question de santé publique. Il n'y a pas de cadre législatif par rapport à ça. Les gens s'installent comme ils veulent. Mais je pense que c'est la population et la mairie et ces services-là et l'État qui sont interpellés. Kadijatou Diara, agent de la brigade d'hygiène. Nous, on va dans les restaurants, on leur demande le certificat médical. On demande le nombre de personnes. On leur donne la convocation. On leur dit d'aller rejoindre la directrice au centre de référence. Selon ça, on va faire les analyse de crachat, sang, s'il y a eu des malades ou il n'y a pas de malades. Selon ça, on donne le certificat médical. Les premiers vont mesurer pour la première fois leur force réelle. Quand on sait comme, ils visent des élus afin de pouvoir bénéficier du financement des partis politiques. Au-delà de ces enjeux, la grande inconnue de sécurité reste le taux de participation. Pendant les 15 jours de campagne, les partis en lice ont organisé des meetings, des caravanes et participé à des débats pour tenter de convaincre les électeurs. Mais la question qu'on se pose, Ibrahim Traoré, cette opération de séduction portera-t-elle ses fruits? Et l'avenir nous en dira plus. Bourama Traoré, actualité électorale cette fois-ci au Gabon, où l'année 2023 qui vient de commencer sera une année électorale. Le pays organisera 3 scrutins majeurs, une élection présidentielle, des législatives et des locales. Il y a quelques semaines, le ministère de l'Intérieur a publié une lettre indiquant que cette année, les opérations de révision des élections électorales, des listes électorales ne s'effectueront pas dans les établissements scolaires. Une annonce qui a fait bondir la société civile qui s'est mobilisée hier samedi. À moins d'un mois des élections municipales, régionales et du référendum du 5 février prochain en Équateur, la campagne électorale bat son plein dans une ambiance tendue dans ce pays. Le président de la commission de contrôle de l'Assemblée nationale a dénoncé les liens de 21 candidats avec le trafic de drogue et la corruption. Et sur le continent, cette fois-ci, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme demande une enquête aux autorités de transition du Burkina Faso. Cette demande fait suite au massacre de 28 personnes à Nouna dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier. Bonjour Koumba Sissé.
Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, le haut-commissaire des Nations Unies s'est réjoui déjà de l'ouverture d'une enquête par le gouvernement burkinabé sur ce massacre. Mais le haut-commissaire des Nations Unies, Volker Turk, souhaite que les autorités de la transition du Burkina Faso demandent des comptes à tous les responsables, quelle que soit leur position ou leur rang. Des supplétifs de l'armée ont été accusés d'avoir tué ces 28 personnes à Nouna, chef-lieu de la province de la Kossi, dans la nuit du 30 au 31 décembre. Un massacre qui fait craindre un cycle de représailles entre communautés dans ce pays meurtri par la violence terroriste depuis 2015. Le bureau de l'ONU aux droits de l'homme a précisé que ces sources locales avaient attribué ces morts aux volontaires pour la défense de la patrie. Les VDP appuient l'armée dans le combat contre les groupes terroristes. Après le massacre, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés avait également dénoncé des exactions commises par les VDP. Le gouvernement avait alors indiqué qu'une enquête avait été ouverte pour élucider les circonstances du drame et situer toutes les responsabilités. Il a appelé l'ensemble de la population au calme en attendant que toute la lumière soit faite sur ces violences jugées inacceptables. Il faut rappeler que le président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avait lancé fin 2022 une campagne de recrutement de nouveaux supplétifs. Sur des besoins estimés à 50 000, 90 000 personnes se sont inscrites. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Koumba Cissé. Ce dimanche, 38 personnes ont été tuées et 87 blessées lors de la collision entre deux bus près de la ville de Kaffrine, selon les pompiers. C'est au Sénégal. L'accident a eu lieu la nuit dernière à environ 250 km au sud-est de la capitale, Dakar, selon un communiqué de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Autre accident de la route, cette fois-ci dans l'est de la Chine, où 19 personnes ont été tuées et 20 blessées ce dimanche après une collision entre un camion et un cortège funéraire. La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête approfondie selon les médias. Madagascar dans l'actualité avec les paramédicaux qui tirent la sonnette d'alarme face aux agressions et vols qu'ils subissent dans les zones rurales. C'est une insécurité qui règne depuis plusieurs années, dénonce-t-il. Au Zimbabwe, l'année 2022 est jugée donc comme une année de l'autosuffisance alimentaire et c'est le blé qui est à l'honneur avec une production de 375 000 tonnes. C'est une performance unique en Afrique au moment où il y a une difficulté d'approvisionnement des pays liés à la crise russo-ukrainienne. Cette hausse de la production en blé est le résultat d'une politique volontariste menée par l'État, n'est-ce pas, Lassina Keita? Le Zimbabwe a enregistré une production historique de 375 000 tonnes de blé en 2022, une progression de 13% par rapport à l'année précédente, avec également une augmentation de 10% des surfaces cultivables. Le pays bat ainsi un record vieux d'un demi-siècle. Les retombées de cette production s'élèvent à 300 millions de dollars cette année et le Zimbabwe n'a plus besoin pour l'heure d'importer du blé pour subvenir à ses besoins. En mars, l'indice des prix des céréales, calculé par l'Organisation des Nations Unies, l'alimentation et l'agriculture, affichait une hausse de 17% par rapport à février, son plus haut niveau depuis 1990. Ce progrès réalisé est le résultat d'une politique de distribution d'engrais et d'achat des récoltes qui a séduit les agriculteurs, appelée les Green Marketing Board, mise en place par l'État à travers un organisme public. Mais il faut signaler que cette politique connaît des difficultés à payer les paysans. Moins d'un quart des récoltes ont été achetées malgré les assurances du gouvernement et le déblocage des fonds d'urgence. À côté du blé, la filière maïs, principale céréale consommée dans le pays, progresse elle aussi, mais reste insuffisante pour satisfaire les besoins nationaux. D'une façon générale, les rendements agricoles du Zimbabwe demeurent inférieurs à la moyenne africaine, selon certains experts. Ibrahim. 13h18 sur nos antennes. Retour à l'actualité nationale, juste le temps de vous rappeler la réhabilitation du tronçon Sandaré-Kaïlan de 138 km. Les travaux seront lancés officiellement le 16 janvier prochain, mais déjà les travaux préliminaires d'urgence battent leur plein afin de soulager la souffrance des usagers. Une mission composée des services techniques du département en charge des transports
et des infrastructures routières est sur le chantier pour constater l'évolution des travaux. Nous retrouverons dans nos futures éditions le reportage de Awama Kamara et Aruna Diara, nos envoyés spéciaux sur le terrain. Le sport, le journal des sports dans quelques instants. Famourou Djourté, bien installé. Hein? Très bien, Ibrahima Traoré. Alors, du foot d'abord, avec les Aigles locaux qui débutent leur match de préparation pour le CHAN ce dimanche face à l'Ouganda. Oui, ce sera tout à l'heure à 15h GMT. Les Aigles locaux seront face à un habitué du championnat d'Afrique des Nations, en l'occurrence l'Ouganda, qui va honorer sa 5e participation cette année en Algérie. Les Crans locaux n'ont toutefois jamais réussi à sortir de la poule, alors que les nôtres ont joué et perdu 2 finales. Le match amical d'aujourd'hui sera suivi par un autre, le mardi 10 janvier, qui sera certainement très intéressant, puisque ce sera contre la RDC, qui a remporté par 2 fois le CHAN, à égalité avec le Maroc. Ensuite, Nouhou Diané et ses poulains boucleront leur série de rencontres amicales vendredi 13 janvier par l'Espérance sportive Amam de Sousse, un club de première division tunisienne. Le championnat d'Afrique des Nations, c'est du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Le Mali entre en lice au CHAN le lundi 16 janvier, ce sera contre l'Angola. Et je rappelle aussi que le Mali évoluera dans le groupe D, l'un des 2 groupes à 3 pays. Et dans ce groupe à 3 sélections, seule une équipe se qualifiera pour le prochain tour. À 6 jours du coup d'envoi du CHAN 2022. En Algérie, plusieurs sélections engagées dans la compétition ont programmé des matchs amicaux au cours des dernières heures. Oui, à commencer par le pays hôte pour inaugurer le nouveau stade Nelson Mandela de Baraki, près d'Alger, qui accueillera la finale. La bande à Majid Bouguera affrontait le Ghana ce samedi, mais les Fennecs A' ne sont pas parvenus à trouver la faille 0-0 et enchaînent un 4e match consécutif sans victoire qui ne la rassure pas avant le coup d'envoi de la compétition. La veille, le Sénégal avait également buté sur le Niger 0-0. Pas de vainqueur non plus entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui s'affrontaient à Sousse en Tunisie ce samedi 1-1. De son côté, la RDC a affirmé ses ambitions en disposant par 3-1 la Libye. À peine arrivé, Cristiano Ronaldo fait déjà des victimes dans son nouveau club Al Nassr. Cette fois, c'est Vincent Aboubakar, le Camerounais, qui en a fait les frais. Oui, Vincent Aboubakar et Cristiano Ronaldo ne partageront pas le même vestiaire. Alors que le Portugais vient de déposer ses valises, l'attaquant camerounais prend le sens inverse pour céder la place à l'ancien joueur de Manchester United en raison de la règle du nombre d'étrangers par club. 8 CR7 ne pouvait être inscrit à Al Nassr. Il fallait donc se séparer d'un joueur et Vincent Aboubakar a été choisi. Al Nassr a mis fin au contrat de Vincent Aboubakar par accord mutuel et il a reçu toutes les compensations financières auxquelles il avait droit, à indiquer l'agence France Presse. Ensuite, on peut dire que pour le moment, l'attaquant camerounais est sans club. Et autre mauvaise nouvelle pour le Cameroun et le monde sportif de façon générale, avec Modeste Mbami, ancien international camerounais, qui est mort à 40 ans ce samedi. Oui, c'est son agent Franck Béassène qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux ce samedi. Ensuite, le journal L'Équipe a précisé que l'ancien joueur avait succombé à une crise cardiaque. Acteur important du football français au début des années 2000, Mbami, propulsé très tôt chez les professionnels, a passé la majorité de sa carrière en Ligue 1 après s'être révélé chez lui au Dynamo de Douala. Il a ensuite rejoint Sedan entre 2000 et 2003 avec la génération Cédric Mionnet avant de signer du côté du PSG entre 2003 et 2006 où il s'est définitivement révélé comme l'un des meilleurs milieux défensifs de Ligue 1. Il a remporté 2 Coupes de France en 2004 et 2006 avec le club de la capitale. Le Camerounais a ensuite rejoint directement l'Olympique de Marseille en 2006. Il est resté à 3 saisons sur la Canabière avant de tenter une seconde partie de carrière plus exotique, Almeria en Espagne, Chine, Arabie Saoudite ou encore Colombie. Il est revenu en France au Havre entre 2014 et 2016 pour y terminer sa carrière. Mbami a également porté les couleurs de la sélection du Cameroun entre 2000 et 2009. Il a été sélectionné à 38 reprises avec les Lions indomptables, champion olympique en 2000 à seulement 17 ans avec la génération Samuel Eto'o, et c'est d'ailleurs lui qui a inscrit le but en or face au Brésil lors de ces JO de 2000. Il a joué également la finale de la Coupe des Confédérations 2003 contre la France. Alors terminons ce journal des sports
avec la présidente de la Fédération malienne d'athlétisme Sangaré, Aminata Keita, qui fait le bilan de l'année 2022 de son bureau exécutif. Oui, après la Fédération malienne de handball dimanche dernier, 1er janvier, c'est au tour de la Fédération malienne d'athlétisme, à travers sa présidente, de se livrer à notre micro pour faire le bilan de la saison écoulée et ses perspectives pour la nouvelle saison. Alors, Sangaré Aminata Keita est au micro de Kokekone. En 2022, le programme que nous avions établi, nous l'avons exécuté intégralement. Sur le plan compétition, au niveau national, le programme a été exécuté à 100%. Ensuite, il y a eu les compétitions au niveau international. La Fédération malienne a participé au championnat du monde en salle. Ensuite, il y avait le championnat ouest-africain au Ghana. Le Mali était à Oregon aussi, au championnat du monde à Oregon, et on avait un athlète là-bas. Ensuite, il y a eu le championnat d'Afrique à l'île Maurice. Et on avait 2 athlètes, que les 2 athlètes ont fait vraiment une très bonne participation. Et on a eu un record du Mali à la clé avec Émilie Dia qui a amélioré le record du Mali au marteau. Ensuite, le Mali a été au championnat du Burkina Faso. Le total des médailles en 2022, c'était 8 médailles. 6 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. Cette faiblesse des médailles s'explique par le fait qu'il y a certaines compétitions majeures qu'on n'a pas pu organiser en Afrique cette année. Je parle du tournoi de la solidarité. C'est toujours les raisons de Covid. Le Mali a eu à faire, la fédération, le stage des officiels techniques. On a eu à faire aussi le stage des encadreurs sur le programme de développement par vidéoconférence. Ensuite, par rapport à l'octroi de bourses, la fédération a pu obtenir 3 bourses, dont 2 bourses olympiques octroyées à Fodé Sissoko qui est en France, et une bourse avec la jeune athlète Kouma Sidibé. Et tout récemment, nous avons pu obtenir une bourse Configès. Et c'est le jeune Issa qui sera à Dakar pour sa formation. Déjà, le 14 janvier, nous allons lancer notre saison sportive par une course sur la route. Et cette année, si tout va très bien et si les choses vont comme nous le voulons, déjà il y aura une compétition traditionnelle à Bamako, le programme établi, les championnats du Mali, le meeting du sang. Et nous voulons un peu rêver aussi le meeting de Bamako avec certains pays limitrophes. Il y a longtemps que ça ne s'organise pas. Et là aussi, à condition qu'on ait la piste d'athlétisme, parce que la piste du 26 mars est en rénovation. Ensuite, il y aura les compétitions au niveau international, tels les Jeux de la francophonie et les Jeux africains à Accra. Si tout va bien, que tous ceux-ci parviennent à venir faire la compétition, je crois qu'il y a des médailles en perspective. Voilà, c'était la présidente de la Fédération malienne d'athlétisme, Sangaré Aminata Keita, au micro de notre reporter Kokekone. Et j'espère que les athlètes ont bien noté le rendez-vous samedi 14 janvier 2023 est la date du démarrage de la nouvelle saison de la Fédération malienne d'athlétisme. Merci beaucoup Famourou Diorté pour toutes ces informations sportives. Santé dans quelques instants. Focus Santé. Dans Focus Santé de ce dimanche, il est question de la chirurgie plastique. Il s'agit d'une vieille spécialité chirurgicale qui s'intéresse à la réparation ou au remodelage d'une partie du corps humain. Le corps est ainsi reconstruit à la suite d'un accident, d'une maladie ou suite à une malformation apparue dès la naissance. Baraki Sawatara. Le champ d'action de la chirurgie plastique est très vaste. On parle de réparation, de reconstruction, mais aussi de l'esthétique. Dr Bertin Damélé, chirurgien plasticien et brûlologue à l'hôpital dermatologique de Bamako. C'est une spécialité chirurgicale qui est impliquée dans la prise en charge des difformités et la correction des défauts fonctionnels et l'amélioration de la beauté. Nous utilisons plusieurs champs d'action. Nous avons les pathologies congénitales, nous avons aussi les malformations, les difformités acquises. Nous travaillons de la tête jusqu'aux pieds. Cette chirurgie intervient donc pour restituer son intégrité au corps ou au visage afin que la personne puisse se reconstruire physiquement et moralement après un accident, une brûlure ou une morsure. Appelée encore chirurgie reconstructrice, elle intervient également pour corriger des déformations congénitales comme le bec de lièvre ou dans une reconstruction mammaire. Dr Bertin Damélé. La chirurgie mammaire qui va être orientée sur plusieurs axes. Premièrement, la reconstruction après la mastectomie post-cancer du sein chez les femmes, qui aujourd'hui est en train de monter considérablement dans notre pays. Et nous avons ici des images qui nous permettent de reconstruire avec plusieurs techniques, soit avec du tissu autologue ou
les produits synthétiques qui nous sont normaux. Vous voyez là maintenant, c'est une gigantomastie, une jeune dame de 26 ans qui avait des seins de plus de 1500 grammes. Et on a enlevé après 2500 les deux associés, donc ça va 2,5 kg. Elle a été libérée de ça, qui va provoquer des douleurs. Et vous voyez le résultat avant et le résultat post-opératoire. S'il est possible de réduire le volume des seins, il est aussi possible de l'augmenter. La liposuction, qui consiste à enlever la graisse de l'abdomen, est une des interventions sollicitées dans la chirurgie plastique. Il y a beaucoup de gens qui ont une accumulation de graisse au niveau de l'abdomen qui veulent aussi se débarrasser. On a plusieurs techniques par rapport à ça. Nous avons la liposuction pure. Là, on fait une extraction de la graisse, comme vous pouvez voir ici, à partir de 3 points de moins de 0,50 cm chacun. Et là, nous introduisons des canules qui nous permettent d'aspirer après avoir fait une lipolyse mécanique ou en cas où vous avez la machine, vous pouvez voir. Chez celle-là, on a pu enlever au moins 1500 ml de graisse. Ces interventions ne constituent qu'une partie de la chirurgie plastique. Chaque branche utilise des techniques propres qui permettent de façonner, modeler le corps pour donner le plus possible l'apparence normale à la personne. Focus santé. 13h30, c'est donc tout pour cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde d'Absé Traoré. La coordination éditoriale est assurée par Bourama Traoré. Grand merci à Sekou Traoré qui assure la mise en ligne de ce 13h dimanche. À la réalisation, Lassina Keita, retrouvé dans quelques instants Koumba Sissé dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine, et à 19h30, la grande édition du soir sur l'ensemble du réseau synchronisé de Radio Mali. D'ici là, passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Au revoir.